Alors, depuis quelques jours, la chronique qui explose, qui fait beaucoup parler, fait beaucoup réfléchir sur les réseaux sociaux, notamment YouTube, c'est celle-là qui parle de l'événement qui se déroule actuellement au Nigeria, en l'occurrence avec Aliko Dangote et l'État fédéral du Nigeria, à l'image du NNPC, qui est chargé de tout ce qui a trait au pétrole, au domaine pétrolier au Nigeria. Alors, beaucoup d'informations sont données. Il y a eu plusieurs analyses chaudes qui ont donné des informations quelque part incorrectes, incomplètes, qui aujourd'hui, je prends la responsabilité de venir vous révéler après une recherche profonde, une analyse quelque part beaucoup plus poussée que celle que d'aucuns ont sortie avant aujourd'hui. Vous allez donc comprendre, suite à cette vidéo, ce qui s'est réellement passé, ce qui se passe actuellement au Nigeria, et donc les profondeurs de ce que vit Aliko Dangote actuellement au Nigeria. Alors prenez une feuille et un stylo, c'est parti. D'entrée de jeu, pour mieux comprendre ce qui se passe actuellement au Nigeria, il faut revoir le contexte. Alors, nous sommes en 2016, lorsque le plus grand, c'est-à-dire l'homme le plus riche d'Afrique, Aliko Dangote, décide d'investir, de créer un nouveau projet qui est la création, la construction d'une usine de raffinerie de pétrole dans l'état de Lagos, à Lekki, qui aujourd'hui a été réalisée et qui s'établit sur 2500 hectares avec un oléoduc, l'oléoduc le plus long du monde, qui est établi sur 1100 km. Alors, on se rend compte que cette raffinerie, aujourd'hui, après sa création, est capable de créer 135 000 emplois avec entre 45 000 et 50 000 emplois stables, donc à long terme. On se rend également compte qu'il y a eu un changement très important, sur lequel on reviendra un peu plus tard, mais qui a marqué et qui a beaucoup bouleversé, joué en défaveur de M. Aliko Dangote. On en parlera. Alors, lorsque Aliko Dangote finit de créer son entreprise et qu'il la lance, il débute ses activités, il y a 3 fois report sur un espace de 4 ans. Mais c'est en mai 2023 que, officiellement, l'usine a été montrée au monde entier. Ces activités débutent concrètement à partir de la mi-janvier 2024. Et comme prévu, l'usine est censée, et ça, c'est contrairement à ce qu'on vous dit. On vous dit que Aliko Dangote est censé travailler avec le pétrole brut du Nigeria. C'est carrément faux. Aliko Dangote est censé travailler avec, en partie, le pétrole brut du Nigeria, qui est, on va dire, la base même. Mais de l'autre côté, et originellement, il était prévu de travailler avec le pétrole brut des États-Unis et d'autres pays. Donc, lorsqu'il lance son activité, il va récupérer du pétrole au Brésil et aux États-Unis. Mais il le fait après avoir vu que dans son pays, au Nigeria, il y a une impossibilité de l'État, du moins de la NNPC, qui est chargée de statuer, de réguler, d'organiser le comportement des usines en ce qui concerne le pétrole sur le territoire, de lui apporter ce qu'il veut. De base, Aliko Dangote est censé progresser vers 650 000 barils en production par jour. Et la NNPC lui dit, ce qu'on peut te donner, c'est 350 000 barils par jour qui va te permettre de travailler et de raffiner le pétrole. Parce que de l'autre côté, la NNPC a des obligations. On en reviendra. Mais restons là sur le contexte. Donc, lorsqu'il accepte de prendre 350 000 et progresser vers les 650 000 de prévu, qui en réalité est ce que son usine est censée produire, il va se détourner du Nigeria, donc du pétrole brut du Nigeria, pour aller récupérer du pétrole aux États-Unis et au Brésil. Mais lorsqu'il rentre avec ce pétrole importé, il y a directement des chefs d'accusation qui sont tournés vers lui, qui disent que M. Aliko Dangote, vous produisez du pétrole nocif, dangereux, néfaste, qui permet même de détruire les véhicules ici au Nigeria. Donc, il y a déjà une accusation contre lui. Il y a de l'autre côté une accusation aussi qui dit qu'il n'a pas la licence qui lui permettrait d'importer le pétrole. On est tous d'accord pour dire qu'Aliko Dangote, c'est un grand homme, un spécialiste même du business. Comment est-ce qu'il ne va pas s'assurer d'avoir la licence avant d'importer un produit? Déjà, il y a une question là, et ça paraît déjà très dangereux de l'attaquer comme ça. Ça montre même quelque part la mauvaise foi de ceux qui l'attaquent. Mais allons dans les profondeurs. En ce qui concerne le fait que M. Aliko Dangote a importé du produit nocif ou produit du pétrole nocif, il y a même le Parlement au niveau de l'Assemblée nationale, ce qui est appelé la chambre basse au Nigeria, qui a été délégué pour pouvoir investiguer sur la situation. D'un côté, il y a M. Aliko Dangote avec son entreprise, sa raffinerie de pétrole. Et de l'autre côté, il y a d'autres entreprises, surtout les raffineries d'État, qui sont gérées indépendamment de l'État. Donc,
elles sont quelque part un tout petit peu autonomes, indépendantes vis-à-vis de la gestion de l'État. Et ça, il faut le préciser. Donc, il y a ces deux entités-là qu'il faut investiguer, qu'il faut voir en profondeur pour voir concrètement qui produit ce mauvais produit-là, qui est ce mauvais pétrole qui est retrouvé sur le marché nigérian. Alors, on se rend compte que le lundi 22 juillet 2024, il y a le Parlement qui se rend sur les lieux pour investiguer. Et ce Parlement, les membres du Parlement, sont présidés par Ikenga Ugo Chinyere, qui est un député de l'Assemblée du Nigeria, qui ensemble vont sur les lieux. Et ils constatent qu'il y a une grosse différence. D'entrée de jeu, je tiens à préciser quelque chose. Pour pouvoir lutter contre le réchauffement climatique et tous les changements qui pourraient être apportés à cause du pétrole, il y a un statut, une loi, un droit international qui précise que dans le pétrole qui sera produit, dans le gaz naturel et tout ce qui va avec, qui sera produit par des entités du monde, que ce soit des pays d'Afrique ou consorts, il y a des degrés à ne pas dépasser ou à atteindre. En ce qui concerne l'Afrique, il faut atteindre 200 ppm. Quand on dit 200 ppm, c'est 200 parties par million à l'intérieur du pétrole. Contrairement au standard international qui est de 50 ppm, donc 50 parties par million à l'intérieur du pétrole. Donc, si tu veux vendre ton pétrole, par exemple, sur le marché africain, il faudrait que ce pétrole-là soit constitué de 200 ppm ou moins avant de le vendre, pas plus. Si tu veux le vendre sur le marché international, il faudrait qu'il soit constitué de 50 ppm, pas plus ou moins. On se rend sur les lieux, on prend des produits bruts du pétrole, des autres raffineries, et on se rend compte que ce pétrole est à 1800 ppm, donc largement au-dessus du standard africain, encore moins international. On est tous d'accord. On se rend chez Aliko Dangote et on prend un échantillon au hasard et on se rend compte que celui-là est à 86 ppm, donc au-dessus du standard global, mais dans les standards africains. On fait un deuxième essai et on se rend compte par la suite qu'il est contrairement à ces 86 ppm à 36 ppm, donc en dessous non seulement des standards africains qui sont à 200 ppm, mais également des standards internationaux qui sont à 50 ppm. Donc, naturellement, il n'y a plus de problème en ce qui concerne le pétrole brut qui est dit néfaste en provenance de l'usine, de la raffinerie de M. Aliko Dangote. Donc, ce problème-là, ou ce chef d'accusation, il est largement faux et il a été démontré par le Parlement. Mais après cet événement, on a également le deuxième chef d'accusation qui dit que M. Aliko Dangote veut quelque part monopoliser l'activité, le marché. En fait, il y a des journaux, surtout Reuters, qui nous faisaient comprendre que, en réalité, M. Aliko Dangote faisait pression sur l'État de Lagos, mais également sur l'État fédéral du Nigeria, afin que les autorités puissent empêcher concrètement l'importation, non seulement de diesel, mais également de Jet A1. Donc là, on se rend compte qu'on est face à un flagrant délit qui est l'utilisation de son autorité, l'autorité de M. Aliko Dangote, pour pouvoir influencer les décisions gouvernementales. Mais lui-même et son vice-président ont démenti cela comme étant un argument utilisé par ses détracteurs pour pouvoir le mettre en danger, le pousser à abandonner, le faire échouer en un mot. Donc, cette histoire de monopole, si on la creuse profondément, il n'y a aucune logique derrière. Parce que, souvenez-vous que lorsque, en 2023, il inaugurait son entreprise, son usine, il y a le président d'alors, M. Muhammadu Buhari. Cette usine serait le pilier à compter de maintenant de l'activité économique du Nigeria, du domaine, ou du moins en ce qui concerne le domaine pétrolier. Il y a tout cela qui tend à montrer que c'est Aliko Dangote, son entreprise, qui ont été cooptés, vu que c'est la seule dans le domaine, en ce qui concerne l'activité privée, qui travaille en ce sens, dans ce secteur. Donc tout naturellement, s'il n'y a pas de concurrent privé, il est le seul. Donc le monopole n'existe plus. Mais on parlerait de monopole s'il empêche d'autres personnes d'investir dans le domaine, ce qui n'est pas vrai. Il n'a pas, et ce aucunement, empêché qui que ce soit d'investir dans le domaine. Donc M. Aliko Dangote, en parlant de monopole, ça reste quelque chose de quelque part anormal, illogique. On a le troisième chef d'accusation, qui est également très important. Le troisième chef d'accusation tend à démontrer que M. Aliko Dangote n'a pas la licence, encore moins les compétences requises pour pouvoir importer le pétrole brut vers le Nigeria. Alors, c'est totalement absurde, il faut le signifier, parce que lorsqu'on se rend compte et qu'on prend connaissance des documents qui montrent les compétences et la sphère de l'activité de l'entreprise, de l'usine de M. Aliko Dangote, ce qui l'a empêché, du moins dont il ne détient pas la licence, c'est d'exporter le produit brut, c'est-à-dire exporter le pétrole brut. Sinon, il est à même de récupérer, donc importer le pétrole brut. Et tout a été démontré par ces fichiers-là. Ces trois chefs d'accusation tendent à démontrer concrètement qu'il y a quelque part une lutte contre M. Aliko Dangote afin de le faire échouer. Tendent même à démontrer qu'il y a un groupe d'intérêts qui lutte contre M. Aliko Dangote en dessous
du regard général. Donc nous, on n'est pas à même de le voir parce qu'on n'est pas dans le secteur, on n'est pas dans l'activité, on n'est pas proche de ce cercle renfermé. Et lui-même, il disait qu'il existe une mafia quelque part qui lutte contre lui. Alors, quand on dit mafia, ce n'est pas les mafias que vous voyez généralement sur Netflix et consorts, c'est une manière de parler pour dire qu'il y a un gang, donc un groupe de personnes qui travaillent contre lui. Donc, tous ces événements fatiguent beaucoup l'esprit aujourd'hui. Mais en dessous de ça, qu'est-ce qui se passe? Alors, je vous propose cette petite analyse. On va faire un bond dans le passé et vous allez quelque part comprendre ce qui s'est réellement passé et vous allez me dire, selon vous, qui a raison ou qui devrait avoir raison. C'est en 2016 que M. Aliko Dangote commence à construire son usine. Il est déterminé. Mais en 2015, il y a Muhammadu Buhari, nouvellement élu, qui arrive au pouvoir au Nigeria. Lorsqu'il arrive, on se rend compte que c'est un homme qui est déterminé à mettre un thème à la corruption au Nigeria. Mais jusqu'à la fin de son règne, pendant ces 2 mandats, il ne réussira pas concrètement à mettre fin à cette corruption parce que la corruption va vraiment gangréner la NNPC, qui est l'autorité, comme je l'ai dit, régulatrice censée organiser le comportement des usines, des acteurs dans le domaine pétrolier au Nigeria. Il ne va pas réussir à mettre un thème à cette corruption. Et il y a de gros scandales même qui vont éclore là-bas. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Un an après, en avril 2016, Muhammadu Buhari se rend en Chine. Lorsqu'il va en Chine, il discute avec Xi Jinping et consorts. Il rentre chez lui. 2 mois après, un événement très intéressant se passe. Il y a des chefs d'entreprise chinoises dont le chiffre n'a pas été évalué, donc on n'a pas dit 8, 5, 3, on n'a pas dit, mais ils sont nombreux, qui sont approchés du Nigeria et qui ont signé, qui ont paraphé un accord de 80 milliards de dollars avec le Nigeria, dans l'optique de rehausser, d'aider le Nigeria à affirmer, à grandir, à construire des usines pour sa raffinerie et son pétrole. Dans l'esprit de tout le monde, dès cet instant, le Nigeria allait passer devant tout le monde. Le Nigeria allait quelque part produire 6 millions même de barils. Mais on s'est rendu compte que dans les profondeurs du contrat, aucunement il a été mentionné ce qui revenait à ces sociétés-là, donc les entreprises chinoises. On se rend compte que dès 2023, il y a 4 entreprises chinoises de plus qui ont été construites, en plus des 4 qui appartenaient à l'État. Donc, quelque part, on dira qu'il y a 8 entreprises de raffinerie qui existent actuellement, ou plus même au Nigeria, qui sont entre les mains de l'État. Donc, 4 qui ont été construites avec l'aide de ces entrepreneurs chinois qui ont promis 80 milliards dans l'investissement au Nigeria pour pouvoir faire avancer la raffinerie. Donc, lorsqu'on a ça, ces 80 milliards, et l'implication de la Chine, on se pose tout naturellement, qu'est-ce qu'il gagne en retour? Mais le contrat ne nous dit rien. Après cet investissement, on se rend compte que le Nigeria, qui était censé produire et raffiner son propre pétrole brut, exporte son pétrole vers l'Indonésie majoritairement, sans parler du Pays-Bas, de la France et consorts. C'est l'Indonésie qui est la destination préférée. Et si vous mêlez quelques enquêtes, quelque part, certains diront que, attends, je vais voir, si l'Indonésie ne transfère pas ce pétrole à la Chine, mais je vous rassure, l'Indonésie transfère son pétrole majoritairement aux États-Unis et au Japon. Ce n'est pas la Chine. Mais on n'a pas réussi à comprendre concrètement quel a été le gain de ces Chinois-là derrière. Mais il y a un laps de temps. Lorsqu'en 2016, M. Aliko Dangote décide de construire son usine. Lorsqu'il construit cette usine, il y a Buhari qui est déterminé à impulser une nouvelle dynamique au sein du pays, donc nationaliser, du moins permettre à ce que Aliko Dangote ait la grande part dans le travaillement, dans l'utilisation de tout ce qui a trait au pétrole dans le pays. Mais Muhammadu Buhari, qui était très proche d'Aliko Dangote, va quitter le pouvoir en 2023. Et c'est un nouveau régime qui vient. C'est M. Bola Tinubu qui arrive au pouvoir. Alors, lorsque lui, il arrive également avec une nouvelle mentalité, de nouveaux intérêts. Parce que tout porte à croire qu'il y a de nouveaux intérêts. Même le jour de son investiture, il fait dans son discours une déclaration qui choque le monde entier. Il dit qu'il n'y aura plus de subventions. Parce qu'il y avait des subventions en ce qui concerne l'importation de pétrole raffiné. Parce que avant qu'il n'arrive au pouvoir, et même jusqu'à actuellement, le Nigeria produisait le pétrole brut pour l'exporter. Et lorsqu'on travaillait le pétrole là-bas, le Nigeria reprenait ce pétrole pour le renvoyer dans son pays pour pouvoir le distiller. Mais lorsqu'il arrive au pouvoir, et le jour de son investiture, il dit ouvertement qu'il n'y aura plus de subventions sur l'importation de ce pétrole qui est parti pour être raffiné afin de revenir pour nourrir la population. Directement, le Nigeria plonge encore dans une grosse crise et consort, vous savez. Mais lorsqu'il dit qu'il n'y a plus de subventions, qu'est-ce qui se passe concrètement? M. Bola Tinubu est déterminé à mettre en place les moyens afin que la corruption et même l'autosuffisance du Nigeria du point de vue du pétrole soit acquis, soit atteint. Mais en dessous de ça, il y a d'autres puissances économiques qui le tiennent.
Vous savez, dans la démocratie, avant de se présenter aux élections, il y a ce qu'on appelle le parrainage. Donc tous les présidents sont censés avoir des parrains. Dans ces parrainages, c'est là que tout se passe. C'est là que les grosses mains viennent pour tendre la main, la fausse main aux candidats aux élections, afin qu'ils promettent que lorsqu'ils arriveront au pouvoir, ils puissent travailler en leur faveur. Et c'est en ce sens que, du moins à juste titre, que en France, aujourd'hui, on dit que M. Emmanuel Macron travaille pour d'autres puissances, de Rothschild et consorts. C'est à juste titre qu'on dit qu'au Bénin, M. Talon, il travaille pour d'autres puissances. C'est à juste titre qu'en Côte d'Ivoire, on dit que M. Ouattara travaille pour d'autres puissances. C'est en relation avec ces événements-là, le parrainage en dessous. Alors lorsque M. Bola arrive, les intérêts changent, la vision change. Ce n'est plus le même régime que M. Boari qui a promis, du moins, qui voulait promettre, qui voulait aider vraiment M. Aliko Dangote. Et je précise, ils étaient vraiment très très proches. Ce n'est plus la même idée, c'est M. Bola Tinubu qui vient. Et lorsque lui vient, il a une autre vision, peut-être même d'autres obligations derrière qui le poussent à agir ainsi. Alors, voici l'événement qui se déroule, ce qui se passe. D'aucuns diront qu'il faut lutter pour M. Aliko Dangote et d'autres diront qu'il faut abattre tous ces chefs d'État-là qui ne travaillent pas ou qui font l'effort de piétiner, d'empêcher l'évolution des champions locaux que nous avons. Mais je ne crois pas qu'il est nécessaire de dire cela si on n'a pas concrètement les preuves profondes de ce qui se passe. Vous savez, tout ce qui se passe dans le monde est manipulé par la communication. La communication que nous voyons là nous laisse l'impression que M. Aliko Dangote a totalement raison et qu'il est pourchassé, il est poursuivi, il est en danger à cause d'une mafia ou de certaines personnes de l'État qui veulent son mal. Mais lorsqu'on voit la situation, la configuration comme je viens de la décrire, est-ce qu'on est à même de dire que M. Aliko Dangote est persécuté par d'autres personnes qui ne veulent pas le bien du pays? Ces mêmes personnes dont on dit qu'ils ne veulent pas le bien du pays sont ces personnes-là qui ne peuvent pas rompre des accords donc, vers d'autres pays et ne plus les proposer, ne plus les envoyer du pétrole brut et se cantonner sur M. Aliko Dangote. Parce que ce que je veux dire là, c'est que si le Nigeria, je prends un exemple, réussit à produire 3 millions de barils de pétrole par jour et que le Nigeria a décidé de rendre seulement ces 350 000 là à M. Aliko Dangote et le reste, le Nigeria propose à d'autres puissances ou à d'autres pays, c'est parce que le Nigeria est en accord avec ces pays-là. Il faut tenir compte de cela également. Mais en profondeur, est-ce qu'il n'y a pas possibilité de rompre ces accords? Non. Parce que l'accord, il est bilatéral. Et lorsque l'accord il est bilatéral, il faudrait le rompre en consensus. C'est quelque part un long processus qui permettra de rompre cet accord. Mais en dessous de cet accord, il y a également le fait que cela profite concrètement, même quand bien même je n'ai pas les preuves visibles, à des personnes au sein de l'administration. Donc si ces personnes-là profitent de cette aubaine qui est donnée par cet accord-là qui permet d'exporter très facilement le pétrole brut vers l'extérieur, alors ça sera très compliqué de rompre ces accords. Il y a une seule initiative, il y a une seule chance, une seule possibilité qui permettra à M. Aliko Dangote de sortir de cela. La seule chance qu'il a, c'est de veiller à ce que l'administration, du moins l'État, ne lui mette pas les bâtons dans les roues pour l'empêcher de travailler, du moins de produire son pétrole, de l'exporter et consorts. Parce que figurez-vous que M. Aliko Dangote, à défaut d'être nourri, alimenté par le pétrole national, s'est tourné vers la Libye et l'Angola très récemment, afin d'avoir tout ce qu'il lui faut pour pouvoir atteindre ces 650 000 barils par jour. D'aucuns diront que je ne suis pas à même de donner des conseils à M. Aliko Dangote parce que c'est vrai. C'est un homme qui gagne des milliards. Moi, je n'ai même pas encore vu un seul milliard devant moi, mais c'est un homme qui gagne des milliards. Donc, je ne suis pas en mesure de lui donner ses conseils, mais c'est au vu et au su de tout ce qui se passe. Parce qu'il faut le rappeler, également en 2016, son entreprise de tomates qu'il a lancée, tous nous le savons, a connu d'énormes difficultés, si ce n'est des échecs entre 2016 et 2022, avant de commencer à fonctionner de la plus belle des manières. Parce que l'un des plus grands problèmes, et c'est ce qu'on remarque généralement chez M. Aliko Dangote, c'est qu'il ne s'assure pas de l'alimentation en produits bruts, du moins en matière première, avant de travailler ou de lancer ses industries. En ce qui concerne son entreprise de tomates, également, il n'avait pas la matière première. Il a mis en place une industrie qui prenait des millions, ou qui était capable de produire des millions de tonnes de tomates, mais il y avait quelques centaines de milliers qu'il était capable d'avoir. Et ça a causé préjudice. C'est la même chose qu'on remarque également ici avec son entreprise pétrolière. Il y a également son entreprise de cimenterie qui, depuis des années, ne fait pas vraiment profit. Il est à la limite du succès et de la stagnation. Donc, avec M. Aliko Dangote, il y a énormément de problèmes qui sont dus à ces activités qu'on remarque. Je ne suis pas un analyste financier pour donner des conseils, mais ce sont des remarques. Donc, voici ce qu'il faudrait qu'il fasse. On espère, tout en restant au contact de l'information, que cela va se calmer et le problème sera résolu d'ici là. Donc, à vous-même de voir ici,
qui a raison ou qui devrait avoir raison? Ceux qui disent que M. Aliko Dangote a totalement raison parce que c'est l'État fédéral qui l'empêche de travailler. Et ceux qui disent de l'autre côté également que M. Aliko Dangote n'est pas panafricaniste parce qu'on ne peut pas être panafricaniste foncièrement lorsqu'on est entrepreneur parce que c'est deux choses contraires. L'entrepreneuriat met en avant le capitalisme qui est la quête du profit, de l'argent, quand bien même on fasse des choses dangereuses, mauvaises pour l'intérêt de certains. Donc ici, voici ce qu'on a en face de nous. Un schéma très complexe, un dilemme, je dirais. Qui a raison, selon vous? Alors, n'hésitez pas à le dire en commentaire et likez la vidéo, partagez-la afin qu'on puisse comprendre quelque part les profondeurs de ce qui se passe actuellement au Nigeria. Merci d'avoir suivi la vidéo jusque-là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Activez la cloche de notification parce que d'ici là, on aura éventuellement beaucoup d'actualités à décrypter ici ensemble et portez-vous bien. À très bientôt.